Chers fans de foot, chers téléspectateurs et téléspectatrices du Clubhouse de Dribble, bienvenue dans cette 72e émission. Alors l'été n'est pas encore là, mais les températures elles sont déjà estivales, dehors comme sur le plateau où il y a une supernova qui brille à mes côtés, tout à ma droite, le journaliste très solaire aujourd'hui, Boris Saint-Jalm. Bonsoir Boris, quel beau t-shirt rouge comme nos lions et nos lionnes. Comme nos lions et nos lionnes, et puis pour la petite histoire, c'est le premier maillot de l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà, parce que le Paris Saint-Germain l'a fait. 72 70. Premier maillot de l'histoire du club, de mon club de toujours, qui a gagné la Coupe d'Europe, donc très content d'être là aussi, pour le retour du Clubhouse, hein, voilà, donc on est toujours là, même si comme tu l'as dit, les températures augmentent, on se rapproche de l'été, nous on sera toujours là. Bon, et puis le football en ce moment est entre deux. La saison est officiellement terminée avec le stage international qui s'est achevé. À côté de toi, le directeur de Mental, lui aussi, il rougit de plaisir de donner son avis sur la séquence sportivo-politico-médiatique qui vient de se dérouler sous nos yeux ébahis. Bonsoir Simon Béot, comment vas-tu ? Ça va. Je sais pas si je bouillis d'impatience de mon avis, ça va être un peu touchy, donc, mais on n'a pas le choix, on doit en parler. On va le faire, ça va bien. Paris a gagné la Ligue des Champions. Il a coupé un peu Boris, il voulait s'exprimer là-dessus. Je pense qu'il faut laisser Boris s'exprimer. Après, je parlais 2 heures là, donc je pense que c'est mieux de couper court. On aura l'occasion de revenir quand même sur ce club parisien, puisqu'on abordera au cours de notre sommaire la Coupe du Monde des clubs. Et justement, au programme, donc la fenêtre internationale qui a débuté fort dès la mi-mai avec la présentation par le sélectionneur Lucols de la liste. Et depuis, des couacs en cascade. On va revenir sur l'aspect sportif de ces 2 matchs sans marquer un seul but, sur l'affaire Gerson Rodriguez, sur les conséquences, sur le rétropédalage et les excuses de la fédération, sur le rôle de cette commission d'éthique qui a été annoncée, et des analyses, des débats. Mais c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et nous débutons donc par notre premier sujet avec l'affaire Gerson Rodriguez, liberté de la presse, liberté d'expression, de nombreux couacs en série. Alors on va faire l'historique très rapide, la chronologie des faits. Donc Lucols annonce dans la liste des 2 matchs internationaux amicaux contre la Slovénie et l'Irlande la présence de Gerson Rodriguez alors que sa condamnation a été entérinée en appel, et donc il a écopé de 18 mois de prison avec sursis pour des violences conjugales. Une présence qui interpelle, c'est le cas dans n'importe quel autre pays que le nôtre. À chaque fois qu'il y a des joueurs qui ont été condamnés par la justice, se pose la question de l'exemplarité, du rôle de modèle que peuvent avoir nos sportifs. Nous pourrons y revenir. S'en est suivi une séquence où la FLF a maintenu sa ligne directrice, qui est que on ne condamne pas 2 fois une personne pour les mêmes faits. C'est le principe en justice du non bis in idem. L'acharnement d'après la fédération de la presse, et notamment de nos confrères du quotidien, avec la mise en cause spécifiquement d'un de leurs journalistes qui a été évincé d'un point presse organisé par la nouvelle présidente de Sport Presse, et ce point presse qu'on appelait de nos voeux pour essayer d'avoir davantage d'interaction avec les joueurs, avec le sélectionneur. Et donc notre confrère Julien Mollereau qui s'est vu refuser l'accès à ce point presse, et la prise de parole politique, populaire sur les réseaux sociaux, qui finalement a poussé la FLF à de nombreuses interventions. Je vais bien sûr vous laisser la parole dans un instant. La séquence, elle s'est achevée la semaine dernière avec de nombreuses prises de parole contradictoires, notamment de Paul Philippe, qui est allé très loin en diffamant nos confrères du quotidien, avec une plainte, je crois, pour diffamation qui a été déposée par le média en question. Et puis, au final, les banderoles qui ont été arrachées par le service de sécurité du stade, on pourra y revenir également, et bien, rétropédalage après la discussion avec le ministre des Sports, Georges Michaud, puisque une lettre d'excuse est parue dans un communiqué du 8 juin, donc des excuses auprès de tout le monde, des excuses auprès du journaliste évincé, des excuses auprès de la défense des violences contre les femmes qui n'ont jamais été visées par la FLF. Alors évidemment, on rappelle que nous, en tant que médias, mais n'importe quel membre de la société civile, politique ou fédérale, condamnons exclusivement et sans aucune espèce d'ambiguïté toutes les violences faites aux femmes. Alors messieurs, j'ai envie de vous demander, sur toute cette séquence, il y a eu de très nombreux couacs. La première question, c'est qui, on ne va pas parler de coupable, on n'est pas un tribunal, mais qui vous semble être le principal ou les principaux responsables? Est-ce que c'est Paul Philippe? Est-ce que c'est Lucols? Est-ce que c'est la FLF dans son intégralité?
C'est difficile de répondre à cette question, Marco, pour moi, mais sans trop mouiller, je pense que tout le monde est responsable de la situation et de où on en est aujourd'hui. Comme tu as énuméré, effectivement, chacun, je pense, a des torts, notamment évincer un journaliste. Ça, de ce qu'on a pu avoir comme information, c'était plus le fait du sélectionneur. Plus le fait du sélectionneur, exactement. Là encore, on se rend compte aussi qu'il y a des manques au sein de la Fédé, parce que comment est-ce qu'un sélectionneur peut être en capacité de choisir d'évincer un journaliste? C'est-à-dire que normalement, il y a des garde-fous. C'est ça, tu as un conseiller presse, un attaché presse qui est censé lui dire non, en fait, ça, on peut pas faire. Donc là encore, on voit qu'il y a des manquements au sein même, on va dire, de l'organisation FLF. Et puis après, oui, les différentes prises de parole de Paul Philippe, comme tu l'as dit, diffamation. Et puis en fait, je pense que surtout, il y a cette sélection à la base de Gerson Rodriguez qui lui aussi se retrouve au cœur du problème, qui en fait a été prise, je pense, à la légère. C'est-à-dire que là, le mec, il a été condamné, on a confirmé en appel, je crois même qu'il a pris plus cher que ce qui était prévu initialement. Donc il prend 18 mois avec sursis. C'est loin d'être anodin parce que tu le mentionnais, chez les voisins, il y a déjà eu des affaires similaires. Mais moi, de ce que j'ai vu, que ce soit en France, en Allemagne avec les Hernandez, Coman, Boateng, t'as aucun mec qui a été condamné à de la prison avec sursis. Donc il faut quand même se rendre compte de la gravité de la situation. Et je pense que ça a été pris à la légère parce qu'en fait, comme on l'avait déjà appelé par le passé et qu'il avait déjà été condamné, enfin pas en appel, mais on était déjà au courant de cette affaire-là, en fait la FLF et le sélectionneur, je pense, ont peut-être pas bien mesuré l'impact que ça pouvait avoir. Et aujourd'hui, en 2025, notamment, c'est un vrai sujet de société, les violences faites aux femmes. Et je pense que c'est aussi ce qui a mis un peu le feu aux poudres. Ça, additionné au fait que tu empêches un journaliste d'assister à un point presse, donc là, forcément, tu touches à la liberté de la presse. L'enchaînement est terrible, en fait. En fait, il y a un enchaînement de mauvaises décisions. Ça en crée un autre. C'est une catastrophe. Rappelons que la demande d'éviction qui a émané de Luc Holtz, qui elle a confirmé en conférence de presse en disant c'était ma décision, elle faisait suite à de nombreux articles de notre confrère, y compris sur l'autre affaire qui a émaillé 2024, celle de Maxime Chanot. Et finalement, voilà, il y avait une sorte de rancœur peut-être entre les deux. Alors, je vous interromps parce qu'il y a un autre fait dont on n'a pas encore parlé, c'est l'arrachage des banderoles, où là, le sélectionneur n'y est strictement pour rien. Bien sûr. D'après nos informations et d'après ce qui a été communiqué par la FLF, Paul Philippe non plus. Il s'agirait donc du secrétaire général de la FLF qui a demandé, pour respecter le cahier des charges de l'UEFA, l'arrachage de banderoles insultantes. Il s'avérait qu'ils se sont trompés dans la lecture de la banderole et que en plus la sécurité du stade a fait du zèle en arrachant toutes les banderoles. Il s'est avéré que lors du match contre l'Irlande, donc le deuxième match quelques jours plus tard, aucune banderole n'a été arrachée. Alors je ne suis pas là pour accuser d'amateurisme qui que ce soit, mais est-ce que ça ne donne pas une impression d'amateurisme ? Non, mais c'est sûr qu'on voit, et la séquence est dramatique de bout en bout, on voit un manque de professionnalisme, un manque de préparation, un manque d'anticipation à tous les problèmes. Boris, tu l'as dit sur le fait de sous-estimer le rendu juridique, la situation de Gerson. Ça n'a pas été assez préparé. On est dans une fédération qui a pas de cellule de communication. On est sur une période de crise. En période de crise, c'est bien d'avoir des gens qui sont préparés à ça et qui puissent donner les éléments pour répondre à ces soucis. On a Paul Philippe qui parle aux médias. Ensuite, on a Joël Wolf sur les banderoles. Enfin, je suis désolé, on doit parler d'amateurisme malgré tout. Moi, je pense qu'on doit parler d'amateurisme à ce niveau-là. Ils se sont fait complètement dépasser. On a d'autres membres du CA d'ailleurs, enfin d'autres membres de la FLF qui commencent à prendre la parole dans les langues médias. Commencent à se délier maintenant, forcément. Et oui, ça laisse cette impression-là. Alors pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans la bergerie, on a cette annonce du communiqué officiel du conseil d'administration de la fédération, dans un souci, je cite, de clarté, de responsabilité et de respect des valeurs fondamentales du sport. La FLF annonce aujourd'hui, donc il s'agissait du 10 juin, la création d'une commission d'éthique indépendante qui aura pour mission de réexaminer les événements liés au dossier Gerson Rodriguez de manière impartiale et d'en tirer les bonnes conclusions, de formuler des recommandations
et de renforcer les règles de gouvernance, de respect mutuel et de transparence au sein de notre fédération. Je vais un petit peu plus loin. Il y a eu une motion qui a été une motion de la Chambre des députés qui a été éditée par quasiment l'intégralité des partis politiques, c'est-à-dire le CSV, le DP, le LSAP, Deilenk et le Parti des Pirates, qui a déposé donc une motion également le 10 juin qui invite le gouvernement à finaliser l'élaboration de la stratégie nationale de safeguarding dans le sport, à établir en collaboration avec la fédération une charte des valeurs et un code de bonne conduite comprenant des règles d'éthique, comme le respect des droits fondamentaux, l'égalité des genres, la liberté de la presse, auquel l'adhésion sera obligatoire, et de conditionner toute subvention publique versée à des fédérations au respect effectif de cette charte. Alors messieurs, est-ce que cette commission d'éthique indépendante, c'est une bonne idée ou est-ce que c'est un effet d'annonce ? En fait, pour moi déjà, encore une fois, et c'est le maître mot de ce qu'on répète depuis tout à l'heure, mais c'est un manque de cohérence, parce que depuis le début, la Fédé, que ce soit par son président, par la voix de son sélectionneur, a martelé le fait que Gerson ne devait pas être sanctionné 2 fois, qu'il avait le droit à une seconde chance, il avait été sanctionné. Il fallait dissocier le sport exactement du judiciaire. Et donc là, en fait, tu crées une commission qui va avoir pour but de juger cette affaire-là, donc en plus avec des personnes qui sont censées être indépendantes. Donc qui est-ce qu'on va prendre ? Est-ce qu'on va prendre des personnes du civil ? Ça veut dire que c'est des personnes qui ne sont pas affiliées à l'FLF ? Alors, d'après le communiqué, c'est personnalités issues du monde du sport, du droit et de la société civile. Et donc ces gens-là vont du coup remettre sur le tapis. C'est un nouveau tribunal en fait. C'est une préconisation, on va dire quoi ? On va le suspendre. Voilà, et si ces personnes-là viennent à dire on doit suspendre Gerson, qu'est-ce que la Fédé va faire ? Puisque la Fédé, depuis le début, elle explique qu'on ne doit pas le sanctionner une deuxième fois. Donc en fait, ils vont se retrouver face à leur contradiction. Et là, tu te retrouves dans une situation qui est inextricable. Si on change, excuse-moi, vas-y. Si on fait l'analyse de de cette séquence dramatique qui s'est passée, à un moment donné, il faut regarder les causes. Comment on en arrive là ? Pour moi, il doit y avoir un responsable juridique qui alerte de dire attention, c'est peut-être pas bien de le suspendre maintenant. Faut peut-être réfléchir à 2 fois. Il doit y avoir un responsable qui doit donner son avis. Les causes, pour moi, c'est juste qu'on a une fédération qui est ou pas assez staffée ou pas bien staffée ou et alors on peut mettre des commissions, on peut inventer des commissions, mais en fin de compte ça n'enlèvera pas les erreurs qui ont été faites. Et puis moi, pour le coup, on en a pas très peu parlé de lui personnellement, parce que au final, c'était plus ce qui se passait autour de lui qui était problématique. Mais moi, je suis désolé, mais le fait que Gerson, il se soit toujours pas excusé, finalement, il est toujours pas fourni d'excuses sur cette affaire et qu'il continue de nier les faits alors qu'il a été condamné. C'est ce qui est pointé du doigt dans la motion de la Chambre des députés. Pour moi, ça pose aussi souci et je peux comprendre. C'est-à-dire que des excuses publiques de Gerson Rodriguez pourraient faire amende honorable et désamorcer. Pour moi, maintenant, c'est trop tard. Pour moi, maintenant, c'est trop tard. C'est comme le fait de dire que on a compris pour la FLF, on a compris, maintenant, on s'excuse. En fait, oui, mais c'est trop tard. Pour moi, le timing de communication est passé. Donc le mal est fait. Pour moi, oui, si tu les sélectionnes Gerson Rodriguez, il faut que tu prennes les devants d'expliquer la situation, de dire voilà, on sait aussi l'image, c'est important. Si par exemple Gerson il est rappelé, mais que il alloue une partie de son temps pour des associations contre les violences faites aux femmes ou des choses comme ça, c'est aussi un pas fait vers le pardon, etc. Je dis pas que ça aurait justifié sa sélection et le fait qu'il joue avec le maillot de l'équipe nationale, parce que ça c'est un autre débat, mais au moins tu participes et tu essayes de faire rebaisser un petit peu la température, ce qui là en fait t'as l'impression que la somme de décisions qui a été prise parfois de manière individuelle, ça aussi ça pose souci, et en fait a participé à faire monter la température. Tu parlais tout à l'heure des banderoles, je pense que si les banderoles ça avait été le seul épiphénomène, la seule histoire, on aurait pu se dire ah oui ils ont mal lu, on aurait pu avoir le bon soupçon, mais comme ça arrive après tout ce qui s'est passé avant, en fait tu te dis juste en fait on veut juste enterrer cette affaire. Et donc ça aussi, on repart encore sur le professionnalisme ou non de la Fédé, quoi. Alors j'ai une dernière question concernant cette commission d'éthique indépendante. On verra si elle le sera, on verra de qui elle sera constituée. Dans le communiqué, il est dit qu'elle rendra ses premières conclusions d'ici la rentrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est d'ici la rentrée des Route Leven, c'est-à-dire en septembre ? Oui, c'est septembre, le calendrier c'est septembre. Et je rappelle simplement que si l'une des conclusions est que le sélectionneur, par exemple, a fauté par rapport à la liberté de la presse et il réclame sa démission, je rappelle que son contrat court jusqu'en décembre de cette année, est-ce que vraiment
des conclusions émises par une commission en septembre vont avoir des effets avant décembre. Oui. Quel pouvoir aura Imaginez même Paul Mais Philippe. cette commission aura juste le pouvoir de conseil. Ils peuvent pas être décisionnaires. Enfin, on a entendu aussi certaines prises de parole qui réclamaient la tête de Paul Philippe. Voilà, c'est la responsabilité de chacun de dire il faut enlever lui, ça va régler tous les problèmes peut-être. Mais la commission c'est pareil. Si la commission dit faut enlever Lucols, moi pour le coup. Puis moi j'ai envie de dire je suis encore une fois, dubitatif, hein. on va aborder une compétition. La Nations League, ça avait été l'affaire Chano. Globalement, on va se dire, ça avait éclaté pendant cette Nations League. Là, ça veut dire qu'on va aborder les qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026, Coupe du Monde à 48, où on est déjà dans un groupe Très difficile. compliqué. On va arriver, on ne sait pas ce qui va devenir de notre joueur phare, enfin l'attaquant phare. Le meilleur buteur de la sélection. Le meilleur buteur de la sélection. Le sélectionneur est dans une position très délicate, malgré lui. Pareil pour le président. Donc comment tu abordes ces rencontres-là ? Ça paraît difficile, même si ils ont évidemment... Devant un stade à guichet fermé. Ça paraît difficile de se dire que les joueurs et le groupe va pas être impacté par cette situation qui est quand même compliquée, quoi. Bon, il y a plein d'autres sujets à aborder. On peut pas avoir le temps de faire tout en une émission. Moi, j'ai une dernière question sur ce sujet avant de passer au suivant. C'est est-ce que vous pensez que la fédération subit en fait de plein fouet, parce que Lucols, il est là depuis 15 ans. Paul Philippe depuis encore plus longtemps à la FLF en tout. Est-ce que finalement la FLF subit de plein fouet le changement des médias au Luxembourg qui se sont un petit peu professionnalisés, les médias sportifs, au diapason de ceux en Allemagne, en France, en Belgique, et qu'au final ils sont encore dans l'ancien temps? Moi je pense que oui, ça joue aussi, parce que en fait maintenant, de par les dernières performances sur les dernières années de la sélection, maintenant il y a des attentes en fait. Il y a des attentes, que ce soit d'un point de vue sportif, qu'ils ont créé d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue éthique, d'image, etc. Pour revenir à l'affaire Gerson. Donc en fait forcément, même les joueurs, l'effectif se professionnalise, parce que tu as de moins en moins de joueurs qui évoluent au pays. Tu as des mecs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Voilà. C'était la volonté de la FLF. C'était la volonté de la FLF. Et ça, pour le coup, il faut tirer aussi son chapeau au sélectionneur qui a contribué à ça. Mais forcément, après, tu t'exposes à la profession. Tout autour doit se professionnaliser. Oui. Et donc, les médias se professionnalisent un peu. Ils sont de plus en plus critiques, parce que maintenant, quand tu perds un match et que tu es le Luxembourg, c'est pas c'est dommage. Il y a 15 ans, ça passé. Là, maintenant, on veut gagner des matchs. L'équipe nationale gagne tous leurs matchs, donc, effectivement. Forcément. Il y a de l'attente et peut-être qu'effectivement, tout ce qui est autour, le microcosme du foot luxembourgeois, tarde un peu à suivre le rythme finalement de tout ça, quoi. Bon, pendant ce temps, et pendant que le Luxembourg ne met pas un seul but sur cette campagne de matchs amicaux, bien que le sélectionneur ait dit que les joueurs n'avaient été absolument pas impactés par tout ce qui concerne la sphère politico-médiatique. Il y en a qui gagnent, et il s'agit des filles, des Ruth Levinon, celles qui portent également le maillot national, les filles qui ont acté une montée historique en Ligue B, en terminant première de leur groupe, invaincues, en ayant simplement subi un match nul pour le premier match, c'était à la maison contre le Kazakhstan, et là, en s'étant imposées à la maison et au Kazakhstan, donc pour le match retour, les filles de Dan Santos ont obtenu leur montée en Ligue B. Ça va signifier que l'année prochaine, fin 2026, je crois, ça commence la Ligue des Nations. Elles vont pouvoir affronter des joueuses du Portugal, de la Suisse. On verra. Là, il va y avoir un cap important. Un vrai. Mais c'est bien, ça va aider à la progression. Bravo à elles. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque nous avions interviewé Dan Santos au tout début de cette Nations League, il disait qu'ils étaient dans la même position que les garçons l'année précédente, c'est-à-dire dans un groupe prenable, où ils pouvaient terminer premier comme dernier et risquer un barrage, etc. Au final, chez les garçons, on sait ce que ça a donné, puisqu'au mois de mars, on aura la double confrontation contre Malte pour ne pas descendre en Ligue D. Et chez les filles, une accession en Ligue B du premier coup, en étant invaincu. Est-ce que, finalement, le discours de Dan Santos au début de cette Nations League, c'était surtout pour s'enlever de la pression? Ouais, il était prudent, je pense. Je pense que oui. Sur le papier, on était les meilleurs? Sur le papier, ouais. Non, vas-y. Non, mais je pense que sur le papier, je sais pas si on pouvait dire en avance qu'on était les meilleurs, mais on était sans doute favoris. Après, il voulait sans doute enlever de la pression aux filles.
Un groupe qui est très jeune aussi, hein, ça compte. Avec l'émergence de filles encore plus Quand jeunes. on dit qu'on peut être Anami. aussi bien premier que dernier, c'est qu'il devait quand même y avoir certaines incertitudes sur le niveau des autres équipes. Donc, Ouais. ils ont fait le taf. Après, moi, pour Top. entre Bravo, premier et Yann. dernier, je pense qu'il y avait quand même un gap entre le Liechtenstein et les 3 autres équipes. Oui. Pour être parfaitement honnête, d'ailleurs, je crois qu'elles prennent un point à la fin, je crois. Enfin bon, voilà. Mais c'est vrai C'était que surtout l'Arménie. et le Kazakhstan, c'est vrai que Kazakhstan avec beaucoup d'argent Voilà, investi dans le exactement. foot, y compris dans le foot des féminin. grosses infrastructures, c'est un pays qui met de plus en plus d'argent. Donc effectivement, on pouvait se demander. Après, moi, ce que je veux retenir aussi de cette campagne, c'est qu'au-delà de la première place et des performances, d'un point de vue factuel, c'est super bien. On va jouer en Ligue B. Tu vas jouer contre des équipes, tu l'as dit, Portugal potentiellement, Belgique, Irlande, il y a des joueuses dans ces effectifs-là qui sont aussi dans les meilleurs clubs européens. Donc ça, c'est pareil pour nos joueuses. Bon, la moitié, je rappelle à peu près, en fonction des listes, évoluent encore au pays. Ça permet déjà de te confronter Oui, on est sur à du 50%. voilà, à ce que c'est le vrai haut niveau. Et puis surtout, ça te permet de donner de la visibilité. Parce que dans des pays comme le Portugal, comme la Belgique, le foot féminin est médiatisé. Tu passes à la télé. Donc tu vas pouvoir te confronter à des très belles équipes. Et moi, ce que je veux retenir aussi, c'est que, tu le disais, l'effectif est jeune et tu as l'émergence de joueuses qui sont encore plus jeunes. Quand tu vois une Caroline Georges, qui est la joueuse la plus décisive de la campagne, je crois elle met 5 buts, 3 passes D. Une Charlotte Schmidt aussi, qui fait une super campagne. Laura Miller égale à elle-même, qui continue de confirmer à 23 ans. Amy Thompson qui continue à marquer des buts. Meilleure buteuse, je crois, elle termine meilleure C'est buteuse ça. de la compétition. Hein. Donc franchement, il y a beaucoup de positifs. Et puis, voilà, tu dis l'émergence, Vera Villegas. Exactement. On a Anamini qui vient de faire sa première. Qui marque sur son premier match, c'est magnifique. Donc, non, l'avenir s'annonce, en tout cas à radio, on a envie de pousser cette équipe-là. Évidemment, en Ligue B, c'est un autre monde, ça va être plus compliqué. Mais c'est aussi comme ça que tu emmagasines de l'expérience et que tu deviens petit à petit un pays qui commence de plus en plus à compter sur l'échiquier du football européen, sans te dire que demain on va réussir un match avec les meilleurs, mais c'est comme ça que petit à petit tu te fais ta place, quoi. Alors oui, qui va en tout cas là, qui a montré à l'Europe du football féminin qu'elle comptait, qui face à une fédération, et malheureusement je suis obligé de le dire exactement encore, face à une fédération qui n'a pas forcément mise en valeur. Hein. Il y a eu l'annonce lors du match amical contre la Slovénie de cette montée en Ligue B qui a été applaudie par les 7000 spectateurs. Mais c'est vrai que il y a eu des fuites dans la presse d'une lettre émise à l'intention de la FLF par les cadres des joueuses. Et oui, on regrette ce manque de reconnaissance, de visibilité. D'autant que, encore une fois, ça montre pas forcément un manque d'envie, mais simplement un manque, oui, peut-être de sous-staffing, manque peut-être, c'est peut-être la chose à retenir, quelqu'un qui s'occupe du marketing, de la communication, un responsable presse, un responsable à la fédération. Ah oui, clairement, je pense, effectivement. Bon, voilà, on a parlé des Ruth Levin, on a parlé des Ruth Levinen qui ont brillé sur la scène internationale. La scène internationale, on va l'aborder cette fois-ci avec la Coupe du Monde des clubs. Une nouvelle compétition dans le paysage sportif mondial, international, avec un nouveau format. Et Boris, je vais te laisser expliquer cette nouvelle compétition. Ouais, alors je suis obligé là de regarder mes petites notes, parce que forcément... Non mais en fait, la Coupe du Monde des clubs dans son appellation telle qu'elle existait déjà, mais en fait ils ont complètement changé le format. C'est-à-dire qu'avant tu avais les 6 vainqueurs de chaque continent, des compétitions de chaque continent qui s'affrontaient, et à la fin c'était le club européen qui gagnait. Ce qui était la suite de la Coupe intercontinentale. Voilà, c'est ça, exactement. Maintenant c'est la nouvelle version. Maintenant c'est ça, ils ont inversé, donc la Coupe du Monde des clubs comme on la connaissait avant avec les 6 clubs devient la Coupe intercontinentale des clubs. Qui a lieu tous les ans. Voilà, souvent en fin d'année, novembre-décembre. Et cette Coupe du Monde des clubs, en fait, c'est une compétition totalement nouvelle sous ce format-là, à la mode Coupe du Monde, c'est-à-dire 32 équipes. Coupe du Monde des Nations, voilà, comme on la connaît, 32 équipes, tous les 4 8 ans. poules de 4, 8 tous les poules. 4 ans, les 2 premiers passent, 8e de finale, et après match à élimination directe. 8e, quart demi. Voilà, exactement. Sachant que pour les modes de sélection, comme l'Europe a plus de représentants, donc 12, tu as les 4 derniers vainqueurs de la Coupe d'Europe, et après tu as les équipes les mieux classées au classement UEFA. Donc, grosso modo, avec maximum 2 pays, 2 équipes par pays. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que par exemple, tu n'as pas le Barça, tu n'as pas Liverpool, tu n'as pas Arsenal, parmi les gros absents, on va dire.
Donc voilà. Pour les Anglais, c'est difficile parce que finalement, t'as Anglais. City et Chelsea qui ont gagné la Ligue des Champions dans les 4 dernières années, donc ils prennent les 2 places. Alors que Chelsea, globalement, sur les dernières années, est en dessous de clubs comme Arsenal ou Liverpool. Mais donc voilà comment ça se passe. Et puis voilà, après tout simplement, c'est une compétition, un format de compétition tel qu'on le connaît. Je crois que c'est 12 clubs européens, 6 clubs africains, 6 clubs asiatiques, 4 africains, 6 sud-américains, 4 asiatiques, 1 Océanie et il y a eu un. Il y a eu une invitation. Le club de Maxime Chanot d'ailleurs, Los Angeles FC. Ah, je crois que FC, c'était l'Inter Miami. Okay. Non, ils ont gagné leur parce qu'il y a eu un forfait ou je sais plus trop, mais bon bref. Donc voilà, et puis après là le débat, donc le décor sportif est posé. Mais en fait maintenant cette compétition elle fait débat parce que le calendrier. Et voilà, est-ce qu'elle était bien nécessaire, c'est ça le syndicat des joueurs professionnels et des ligues de football professionnelles, la FIFPro, en octobre 2024 a porté plainte. Il y a une plainte commune auprès de la FIFA pour ce qu'ils appellent une surcharge des calendriers qui rendrait la pratique de cette compétition dangereuse pour les joueurs. Ouais. Non, mais après, en termes de surcharge, on va de plus en plus loin. Ça devient de plus en plus fou. Regarde, rien que pour revenir, on va parler évidemment, le sujet c'est la Coupe du Monde des clubs, mais on peut parler de la dernière version de la Ligue des Champions. Qui revient à... Il y avait 4 matchs en plus. T'as 2 matchs en plus. Ça existait il y a 20 ans, ça. Il y a 20 ans, t'avais 17 matchs pour aller au bout, il y a 20 ans. Oui, t'as eu ça existait pendant 2 saisons où t'avais 2 phases de poule qui se succédaient. Ouais, exactement. Qui étaient particulièrement énergivores. Ils n'ont fait que 2 saisons. Ouais. En fait, le mondial, la Coupe du Monde va passer à 48 équipes. Apparemment, Infantino, il a même déclaré, j'ai entendu hier, 64. que pour il voulait passer pour la prochaine Coupe du Monde des clubs à 48. Pas encore fait la première à 48 équipes. Ouais. Non, en fait, moi, la place des joueurs, c'est fou, quoi. Ce qui pose souci, c'est que en réalité, on a l'impression qu'on a de plus en plus de matchs, mais factuellement, c'est pas vrai. C'est-à-dire que comparé à 20 ans, les mecs des top clubs européens, donc ceux qui vont au bout des compétitions, qui peuvent jouer toutes les compétitions tout au bout, ont pas significativement plus de matchs à disputer. Ce qui pose souci. Donc un Luka Modric, il aurait pu jouer 70 matchs déjà il y a 20 ans. Ok. Voilà. Maintenant, déjà, il faut se rendre compte que ce dont on parle là, c'est sur un pool de joueurs très très réduit. C'est-à-dire que ça concerne justement la dizaine de clubs qui est capable de tout gagner quand ils démarrent la saison. En tout cas, ils jouent pour tout gagner. En sélection nationale. Et les internationaux sélectionnés. Ouais. Donc on les connaît, c'est les gros clubs, les gros espagnols, anglais, PSG maintenant aussi, 1 ou 2 clubs italiens, voilà, les Allemands, le Bayern, voilà. Mais donc ça concerne un pool de joueurs qui est très petit. Moi, ce qui pose question en fait et ce qui pose souci, c'est que avant, tu avais des amicaux qui ont été remplacés par une compétition. Donc t'as toujours le même nombre de matchs, mais maintenant c'est une compétition. Donc en fait, les mecs ils veulent la gagner. Il y a plus de grinta. Ils veulent la gagner. Là, plus les mecs, de grises de blessures. Et évidemment, là, t'avais une période où tu te disais, je pense à des joueurs, par exemple du PSG ou de l'Inter, ah cool, on a une pause. La saison, elle a été super longue, super éprouvante. T'as même des mecs qui ont joué les Jeux la saison passée. Les Jeux Olympiques, oui. Et en fait, on te refout une compétition, en plus aux États-Unis, côte est, côte ouest, tu prends l'avion. Non, mais après, en plus de ça, tu parles de PSG, Inter. Ils ont certes fini le 31 mai. 3 jours après, ils sont partis en équipe nationale. Ouais. Il y a déjà eu de la casse, certains se sont blessés. Ouais. Et ils enchaînent. Non, mais c'est fou. En fait, c'est l'intensité qui pose souci. Moi, c'est-à-dire que comparé à il y a 20 ans, les mecs maintenant. Le football, il a changé. Voilà, et je vais reprendre un célèbre philosophe de Bondy, mais oui, c'est la vérité. Le football a vraiment évolué. Et maintenant, en fait, les gars, ils font plus de sprint à haute intensité, plus de pressing. Ils courent juste plus, en fait. Ils font plus d'efforts. Athlétiquement, c'est plus demandant. Et donc, un mec qui joue 60 matchs en 2025, ça vaut pas les 60 matchs qu'il jouait en 2000. Parce que le rythme est plus élevé, c'est plus demandant physiquement. Et je vais même pousser encore plus. Ça creuse pour moi encore l'écart que tu fais entre les gros clubs et les plus petits clubs. C'est-à-dire que là, on va pas se mentir, pourquoi les clubs jouent le jeu de cette compétition ? C'est parce qu'il y a un gros prize money. Il prend 120 millions. Et voilà, exactement. Le vainqueur, il va prendre même, je crois, c'est peut-être 150. Bon, c'est le nerf de la guerre. Hein. Voilà, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, en fait, les clubs qui participent à ces compètes-là, peu importe le continent où ils sont, c'est les équipes qui dominent leur championnat et leur pays, leur championnat domestique. Et donc, en fait, par exemple, je prends un exemple. Là, le PSG, ils vont au bout. Ils regagnent encore la compétition. Ils reprennent plus de 100 patates. Ils reprennent plus de 100... Ouais, j'aimerais bien. Non, mais peu importe, que ce soit le Real ou autre... En fait, ça va juste creuser le déficit et l'écart qu'il y a entre ces gros clubs et les plus petits clubs. Oui, ça,
n'y a pas besoin de la Coupe du Monde des clubs. Il n'y a pas besoin, mais ça continue. Incroyable. Ça continue. Ouais. Ça, Non, pour après, moi, ça joue aussi. Il faut le voir du point de vue qualité de spectacle. C'est-à-dire que si à un moment donné, on fait que rajouter des matchs pour effectivement crever les joueurs et que ce qu'on voit sur le terrain n'est pas forcément bon, parce que les joueurs, ils sont rincés. Mais même pas que physiquement. Ouais, mentalement, moralement, il faut couper. Bah ouais. Et après, du point de vue du spectateur, du téléspectateur même. Je suis d'accord avec vous, mais les dernières compétitions. On va voir les audiences aussi. Tout à fait. Moi, j'ai un exemple comme ça. Pour moi, c'est l'Euro de foot. On va le voir avec la Coupe du Monde à 48 équipes. Et on l'a vu avec l'Euro de foot qui est passé. Pour moi, la meilleure formule, c'est quand il y avait 16 équipes. Ça fait combien de temps? On est passé à 32, c'est ça 32, 24, il y a eu des... Maintenant, c'est 24. La qualité de la compétition, la qualité de jeu est devenue moins bonne, est devenue moins intéressante. On a quand même des contre-exemples. Enfin, là, quand on arrive le 31 mai avec une saison à très haute intensité, avec des joueurs qui ont joué les Jeux Olympiques, qui ont eu la Nations League, un certain nombre de choses, l'Euro en 2024 pour un certain nombre d'entre eux pour arriver dans le dernier carré, quand on voit l'intensité mise sur le terrain et les matchs de très haut vol qu'on a eu entre les quarts, les demi et la finale de Ligue des Champions. Que en partir des quarts, sauf qu'avant ça, on s'est tapé combien de matchs, Marco? Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est que en compétition, les matchs en Coupe du Monde, en Euro, je suis pas d'accord. Les matchs de phase de poule. Pour moi, t'as eu des top matchs. Non, mais t'as eu des top matchs même en phase de poule. T'as juste à regarder les matchs du Barça cette année en Ligue des Champions. Tu t'ennuies pas. Tu t'ennuies pas. Donc t'as des équipes frissons. T'as des écarts incroyables aussi. Heureusement, t'as du spectacle. Mais non, mais en fait, moi, ça continue mon argumentaire de dire que en fait, les équipes qui sont capables d'aller au bout, c'est celles qui maintenant, avec le rythme et le nombre de matchs qu'il y a, c'est les équipes qui n'ont pas un 11, c'est les équipes qui ont 2 11. Oui. C'est-à-dire que tu regardes plus d'argent également. Mais oui, tu regardes le banc du Real, tu regardes le banc de Manchester City. Regarde le banc de Manchester City, ils mettent leur équipe B, ils mettent une tôle à 90% des équipes qui sont en Ligue des Champions. Tu regardes, c'est. Je sais pas. Si. Pas sûr. Et surtout, c'est surtout sûr. que. Et c'est surtout sûr, que. Boris. Non, mais c'est surtout que eux, le week-end, quand ils ont un match important à jouer dans 3-4 jours, ils sont capables de faire tourner 5-6 joueurs de leur équipe type parce qu'ils perdent pas tant que ça en qualité. Alors que une équipe comme Brest, une équipe comme Lille, pour les représentants un peu plus modestes qui ont fait des beaux parcours malgré tout européens, il y a un moment, en fait, ils se crachent en plein vol. Même l'Inter qui est une équipe qui a un top niveau européen, l'Inter, cette année, ils ont une équipe qui était un peu vieillissante. Ils ont 14-15 joueurs, mais l'effectif est un peu court. Tu vois, sur les 2 derniers mois, l'Inter, ils sont sur la jante complète. Ils sont à la rue, les mecs, physiquement. Et l'explosion, c'est la finale où ils n'existent pas. Mais pour moi, c'est toujours ce truc de... Moi, je pense qu'à terme, on risque... On a trop de matchs à la télé. Le niveau est assez inégal. Et je me pose vraiment la question. Je vais regarder la Coupe du Monde des clubs avec intérêt. Je vais regarder Botafogo Seattle à 3h du matin. Je vais pas tout regarder. Ça commence quand, Boris? C'est dimanche. Je pense qu'on va être content comme une Coupe du Monde de découvrir des équipes sud-américaines qu'on voit jamais réellement jouer, des équipes africaines, les asiatiques, ça va être bien. Mais on n'est pas sûr du spectacle. On n'est pas sûr du spectacle. Et en tout cas, pour l'instant, ils ont du mal à remplir les stades. Parce que rappelons-nous, lors de la création de la Ligue des Nations, on avait un peu le même débat. Et puis à la fin, l'équipe du Portugal pleurait quand ils avaient gagné, comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Ronaldo pleurait comme s'il avait gagné la Coupe du Monde, mais en vrai, la Ligue des Nations, c'est une compétition en bois, les gars. Ne refaisons pas ce débat, je ne voulais pas vous lancer là-dessus. En tout cas, voilà, surcharge ou pas du calendrier, est-ce que ça va nuire à la qualité du spectacle? Est-ce que vous allez regarder? N'hésitez pas à nous dire, à nous partager votre avis en commentaire sous cette vidéo ou sur nos réseaux sociaux. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, on pourrait rester encore des heures à parler non seulement de notre fédération, mais également du football international. Je vous sens passionné. On en garde pour la semaine prochaine. Évidemment, donc on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Boris, Simon, merci beaucoup d'avoir été toujours un plaisir. Merci à tous. Et on vous souhaite un excellent week-end. Allez, ciao, bye bye. Ciao.